Florian Aiglin. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir à la petite librairie. Nous sommes de nouveau rue Verden, au Concept Store à Genève. Votre dernier livre qui vient de sortir? Ouais, il est sorti ce printemps. Enfin, non, en fait, il est sorti au printemps dernier, du coup. Ah oui, ouais. Représailles. Vous pouvez nous parler un peu de vous présenter? Oui. Alors, je suis auteur, je suis également enseignant. J'ai fait des études de lettres et de littérature médiévale. Je le dis parce que ça ressort, je pense, en particulier dans ce livre-là. Il y a plusieurs références à des textes, enfin une référence principale à un texte important du Moyen-Âge qui s'appelle le Conte du Graal. Et puis, il y a longtemps maintenant, j'ai séjourné une année au Japon. C'est un séjour qui a laissé pas mal de traces en moi. Il en reste aussi quelque chose dans ce livre-là, dans tous mes livres, je pense. Le Japon apparaît par toutes petites touches, par intermittence. À un moment donné, ils ont dans les temples japonais, les Japonais sont très malins pour faire du commerce avec la religion. Hein. Enfin, peut-être que tout le monde est très malin pour faire du commerce avec la religion, mais ils vendent plein de trucs à la sortie des temples, mais on trouve toujours ça extrêmement charmant. Et il y a des petits sacs à amulettes qui s'appellent des mamori. Et donc la famille Gontier, qui est au centre du livre, on a ramené un une fois de Nara au Japon. Et puis, ils en parlent quelques lignes dans le livre. Il y a un parc, effectivement, avec des daims qui descendent de la colline en ville, qu'on peut rendre obèses en leur donnant des biscuits, etc. Oui. Enfin, il paraît que maintenant, du coup, ils n'ont plus rien à manger, les pauvres, et qu'ils deviennent tout maigres. D'accord, oui, avec le Covid. Oui. Mais vous avez fait quel genre d'études alors? Parce que là, vous êtes professeur, c'est ça? Moi, je suis enseignant de français au cycle d'orientation. D'accord. Je donne le français. Et puis, mes études, j'ai fait des études de lettres modernes, enfin littérature moderne. Ouais. À Genève, on appelle ça français moderne et puis littérature médiévale aussi. Littérature médiévale. Ouais. Langue et littérature médiévale. Et si vous deviez résumer maintenant votre livre en une phrase? C'est une histoire d'amour au cours de laquelle les deux protagonistes principaux, les deux amoureux, doivent l'un et l'autre apprendre à lâcher quelque chose. À lâcher quelque chose. Mais est-ce qu'on peut classer, alors on classerait comment votre livre? C'est du polar? Les catégories, ça m'est égal. Je pense que c'est important de pouvoir classifier les livres. Mais disons que de manière un peu... ça pourra me sonner, ça commence comme un thriller tout simplement, c'est une poursuite en voiture, etc. Ensuite, il y a une enquête effectivement, elle a l'importance qu'elle a, mais je crois que c'est d'autres choses dont il s'agit. C'est pas votre premier livre, c'est votre... C'est mon septième livre. Septième déjà. Ouais. Ok, parce que moi je vous découvre avec celui-ci et j'ai vraiment beaucoup aimé votre écriture et je dois dire qu'on est vraiment emporté dans l'histoire. C'est rare de trouver des écrivains qui arrivent à mettre le lecteur dans la peau des personnages. Bon, c'est gentil, c'est vrai que ce livre est un peu particulier parce que le style d'écriture que j'ai employé pour ce livre est très différent des autres, enfin du style que j'emploie j'ai employé pour mes livres précédents. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre? Ce livre-là est un assez gros travail. Je l'ai commencé à l'été 2016 et en 2 ans, j'en ai écrit l'essentiel. Et puis ensuite, il y a eu différents allers-retours entre mon agent, entre ensuite mon éditrice, et puis du travail, du retravail pour en arriver là. Le sujet, c'est une histoire d'amour finalement, c'est ça? Oui, disons que le sujet s'est imposé à moi parce que j'ai commencé à écrire ce livre lors de vacances en Corse, où j'étais avec mon épouse et puis mes deux petites filles. Et puis le fait de conduire, les paysages de la Corse, je ne vais pas dire l'ambiance du pays parce que il y a beaucoup de clichés sur la Corse dans ce livre-là et j'en suis conscient. J'ai trouvé drôle de les utiliser. On m'a un petit peu mis en garde, on fait attention quand même les Corses, etc. Ça leur plaît pas qu'on ressorte ces clichés pour la énième fois. Mais voilà, en même temps, il y a aussi quelques clichés sur les Suisses qui sortent. Les dents. Oui, les dents, les montres. La ponctualité, ce genre de choses. Oui. Bon. Et puis, je trouve amusant. Oui, je trouve amusant aussi, parce qu'à partir du moment où c'est bien écrit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent quand même. Oui, je pense qu'on peut... Quelle est la part d'autobiographie là-dedans? Parce que est-ce que vous ressemblez beaucoup à votre personnage, Tom? Vous savez, il y a ces petits graphiques d'analyse de la personnalité.
avec une roue comme ça, et puis ensuite, je sais pas moi par exemple, l'anxiété, l'énergie, le calme, ce genre de trucs. Extraverti, Ouais, introverti. et puis on tire les fils, ça fait une forme ensuite. Ok. C'est plus ou moins accentué. Et je pense que les personnages qu'on imagine sont toujours un calque un petit peu de ce qu'on est en réalité, mais simplement certains traits de personnalité sont accentués, d'autres sont effacés. Mais on est toujours, je pense, sa propre base de travail pour tous les personnages du livre. Oui, en fait, vous êtes un peu tous finalement. Oui, c'est ça. Que ce soit pour Tom d'un côté, que ce soit pour Adèle de l'autre. Ouais. Même si c'est vrai qu'ensuite, ben voilà, je suis marié et puis mon épouse est une source d'inspiration pour moi, pour la plupart de mes personnages féminins, en particulier pour ceux du livre. Et donc, je lui ai dit à un moment donné. J'ai reçu un prix l'année dernière pour ce bouquin et puis j'ai dit, ben voilà, j'ai dit à mon épouse, c'est toi, toutes les femmes de ce livre, quelque part. Et c'est vrai, je pense que. Beau. Oui et non, ouais, oui c'est beau, mais faut voir ce qu'on en fait ensuite dans le livre, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'inspire de quelque chose qui est là, et puis on l'augmente, on le gomme, on le dope. Donc oui, quelque part, Tom, ça vient de Thomas, ça signifie, je ne sais plus dans quelle langue, mais le jumeau, je crois. Donc, et donc il y a une raison. Donc oui, c'est pour ça. C'est la ressemblance. Oui, avec moi, ouais, bien sûr. Parce qu'il est écrivain comme moi, il est enseignant comme moi. Oui, il y a quand même pas mal de similarités, j'ai l'impression. La pratique des sports de combat. Il n'y a pas la balafre. Il n'y a pas la balafre. Sport de combat, donc vous pratiquez aussi? Oui, j'ai fait longtemps du judo quand j'étais plus jeune. Ensuite, ben voilà, je me suis comme Tom pas mal intéressé à la boxe thaïlandaise, j'en ai fait un peu. Et puis voilà, mais c'est vrai que ça m'intéresse. Alors j'ai quand même une question sur cette couverture. Vous pourriez nous l'expliquer? Mais, oui, parce qu'elle est jolie. Oui et non, mais alors ça, c'est les couvertures des livres qui sont sortis à la Baconnière, c'est le travail uniquement du graphiste de la maison. Et donc voilà, mon éditrice lui dit, bah, écoute, ça va parler de ci ou de ça, je ne sais pas si... il regarde le livre en particulier, mais là, il a une idée précise, il a travaillé sur la notion d'éclatement. Techniquement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des photos sauf erreur, enfin, il a utilisé des photos d'objets, d'éléments du livre. Je crois qu'il y a des bouts de voiture notamment, par exemple, et puis ensuite il les a retravaillés pour les distordre et les déformer. Voilà, donc il y a cette idée en même temps d'éclatement qui est un petit peu au cœur du livre, et puis de déformation, reformation qui est aussi un peu au cœur du livre. Donc je crois que c'est ça l'idée derrière cette couverture-là. Votre livre est en 3 parties, c'est juste? J'ai articulé le livre en 3 parties, oui. La structure du livre, elle se dégage au fur et à mesure de l'écriture. Et certains livres, je les ai écrits comme ça d'un seul jet, il n'y a pas d'articulation particulière. Et puis ensuite, ouais, il y a un peu une dimension un peu esthétique aussi. J'aimerais que le livre il s'articule comme ça en 2-3 parties. Il y a un moment statique, un moment de poursuite et puis une poursuite finale. Pour celui-ci, j'ai beaucoup réfléchi. En particulier pour la dernière partie, c'est très calculé. Je voulais vraiment une impression à la fois de crescendo et de décrescendo. Et donc pour chacun des chapitres, j'ai fait des décomptes du nombre de signes. Et à chaque fois, il y en a de moins en moins pour qu'on arrive vers quelque chose vers une forme de disparition comme ça. Je tricote. Pourquoi vous écrivez? À la base, je pense, enfin, comme pas mal d'étudiants en lettres, j'ai voulu écrire. Oui, déjà de par vos études. Voilà, pour faire comme les gens que je lisais. Et puis c'est une volonté un peu, enfin c'est une velléité qui n'a jamais rien donné. J'ai écrit un recueil de poésie, j'ai écrit un petit roman, mais enfin bref. Et puis ensuite, il y a, donc mon premier livre est sorti en 2013, donc je l'ai écrit en 2012 plus ou moins. Au travail, ça a été un petit peu compliqué, je travaillais avec je suis au cycle, donc c'est la tranche d'âge 12-15. Et je venais de changer d'école, et puis j'ai eu une classe assez sport. Et ça m'a pas mal, alors que je me croyais rodé, expérimenté, ça m'a quand même pas mal... ça a été une période un petit peu difficile, et je me suis dit, bon, il faut que tu amènes autre chose dans ta vie, il faut du frais. Et je me suis dit, bon, ben voilà, j'écris un livre. Et depuis, à ce moment-là, à ce stade-là, depuis quelques mois, je tenais un blog qui s'appelait Solal Aronovitch ou le journal d'un con, qui était un truc épisodique et qui de lui-même s'était un peu transformé
une sorte de série narrative avec un alter ego comme ça. Et puis j'ai repris tout ça, j'ai fait un immense copier-coller de ce que j'avais mis sur le net. Et de ça, j'ai fait un roman, en élaguant beaucoup et en recousant pour donner une structure complète. Et puis voilà, puis à partir de là, cette porte-là ne s'est jamais fermée. Et quel est le rôle d'un écrivain pour vous? Quelle est la qualité que doit avoir un écrivain, la principale qualité? Moi, je pense que c'est donner un support à l'imagination, c'est ouvrir une parenthèse, c'est faire un petit voyage. Parce que voilà, c'est vrai que la littérature comme la musique ne donne pas tout, contrairement à la télévision ou au cinéma où tout est donné, si vous voulez. Et je trouve que ça, c'est la capacité à emmener des lecteurs qui finissent, qui mettent la touche finale au livre à chaque fois en le lisant. C'est ce moment d'évasion. Est-ce que vous parlez de la musique des mots? Est-ce que vous relisez à voix haute ce que vous écrivez ou pas du tout? Non, mais enfin un peu, oui, je le fais un peu, mais le travail de la relecture et de la musique, l'enchaînement du texte et donc le côté musical au niveau rythmique et syntaxique, oui, c'est très important, en particulier pour ce texte-là. Parce que vous avez fait de la poésie? Oui, mais bon, oui. Oui, mais je pense que on ressent la musique et de la poésie dans ce que vous écrivez, malgré tout. Oui, bah c'est gentil, écoutez, ouais, j'ai beaucoup ciselé ce texte. Disons. Oui, vous avez beaucoup travaillé Oui, sur l'écriture, la concision, l'organisation des paragraphes, la concision des phrases, ouais. leur brièveté, Ouais. Leur densité. Est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué dans votre vie, ou alors que lisez-vous en ce moment? Qu'est-ce que vous nous conseillerez? Est-ce que vous avez un livre de chevet? Voilà. C'est plusieurs questions ensemble. Je n'ai pas vraiment de livre de chevet, mais en ce moment, je lis L'Arbre joueur de Liane Hearn, qui est une auteure anglaise qui n'a écrit que sur le Japon, qui a fait une série pour la jeunesse qui s'appelle Le Clan des Otori, qui a eu pas mal de succès, qui raconte des aventures chevaleresques, amoureuses dans un Japon médiéval un peu fantastique. Et puis elle a aussi écrit un roman pour adultes qui se passe dans les années 1850-1870 au Japon, au début de l'époque Meiji, au moment où le Japon s'ouvre de force à l'étranger, si vous voulez. C'est l'histoire d'une jeune femme dont le père est médecin et qui souhaite elle aussi devenir médecin, mais voilà, les convenances à l'époque c'est compliqué, mais son père est quand même assez ouvert, il lui laisse apprendre un maximum de choses. Et c'est l'histoire de ces jeunes femmes au moment où le Japon est en train de s'ouvrir à l'étranger, et donc en train de se réformer, alors qu'en même temps il y a des gens qui veulent mettre dehors les étrangers, qui veut pratiquer le métier de médecin, et qui, là où j'en suis, alors qu'elle a été plus ou moins chassée par son mari, a choisi de s'habiller en homme, et elle se rend compte de la différence que ça fait. D'être vêtue en homme, d'être considérée comme d'égal à égal par les autres hommes, et que les hommes la laissent les soigner, ce qui n'était pas le cas auparavant, où elle était juste une assistante de son père. Donc voilà, je suis en train de lire ce bouquin qui est très bien documenté, qui fait vraiment le focus sur une période du Japon qui est très intéressante, historiquement et socialement. Donc L'Arbre joueur de Liane Hearn. Et sinon, il y a un livre, alors c'est relativement récent, ça a 4 ou 5 ans, mais il y a Jour barbare de William Finnegan, qui est un journaliste à la base qui a obtenu le Pulitzer, donc un journaliste américain important, mais qui a écrit un roman autobiographique sur le surf. C'est un surfeur et il avait caché ça longtemps, enfin il n'en a pas beaucoup parlé à son entourage, mais il a surfé toute sa vie dans tous les coins du monde et il a écrit un roman là-dessus, et c'est super intéressant. Sur le surf, oui. Sur le surf, sur le voyage, sur le rapport au monde et à la nature. C'est un très beau livre. Ces Américains, ils ont la capacité un peu à embrasser le monde, mais sans emphase, sans être en étant laconique comme ça, un petit peu taiseux, mais c'est un gros roman. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture? À la base, j'en avais un pour Représailles, j'en ai eu un. Oui, c'était un livre qui m'a pas mal habité, et donc j'ai pris l'habitude pour l'écrire de me lever à 5 heures et d'écrire de 5 à 7 avant le travail. Donc ça, c'était pas mal. Et puis bon, oui, alors j'ai un bureau avec un peu des doudous dessus comme ça, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de... Des doudous? Ouais, des doudous, j'ai des statuettes, des machins, enfin genre des fétiches quoi. Mais il faut être honnête, c'est des doudous. Au fur et à mesure voilà, les horaires, les enfants et tout ça, finalement non, j'ai plus de rituel. Quand j'arrive à caser
à 30 minutes où que je sois, même s'il y a un dessin animé à côté de moi, Ouais. je me mets à écrire. Mais vous écrivez sur du papier ou vous êtes toujours... Non, alors j'écris toujours sur l'ordinateur. Ordinateur. Il n'y a pas besoin d'avoir ce lien avec le stylo et le papier. À un moment donné, oui, le moment de la réécriture, Ah. ça se passe effectivement manuellement, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à un stade assez avancé d'écriture, quand le livre est quasiment terminé, je l'imprime à ce moment-là, et puis là, je fais une relecture papier, parce que quand on écrit à l'écran, on est quand même plus emporté par le rythme de la phrase, en plus du coup de la musique souvent. Donc voilà, c'est difficile d'être concentré. C'est un rituel, vous avez de la musique pendant que vous écrivez. Oui, c'est vrai, oui, j'ai un peu ma bande d'écriture. Ouais. Qui vous lit en premier? C'est votre éditeur ou... Ça dépend des livres. Assez souvent, c'est quand même mon épouse qui est tout courant de ce qui se trame parce que je lui lis des passages à voix haute. Mais sinon, le premier regard critique, ça va être, oui, l'éditeur ou bien mon agent. Puis en gros, c'est ça, quoi. Sinon, je ne donne pas tellement le livre à droite et à gauche, à part pour des passages particuliers. Pourriez-vous nous lire un extrait? Oui. Alors, je vais lire le début du livre parce que je pense que pour ce livre, le début, c'est pas mal. Et chose qu'on ne fait pas en général, il y a 2 exergues dans ce livre-là. Il y en a une que je vous laisse le cas échéant découvrir, mais il y en a une autre que je vais vous lire quand même, histoire de donner un peu le ton. En Bretagne vivait un baron dont je n'ai entendu dire que le plus grand bien. C'était un beau et bon chevalier, de conduite irréprochable, apprécié de son seigneur et aimé de tous ses voisins. Il avait une noble épouse, pleine de tendresse. Il s'aimait. Donc c'est tiré du lait de Bisclaveret, un des laits de Marie de France, un texte qui remonte au XIIe siècle. Alors, donc c'est le début de la première partie qui s'intitule Au plus profond des bois. La plaine stridente du klaxon déchira le silence de la nuit. Ce fut comme un édifice formidable qu'on fissurait de haut en bas. Adèle posa une main sur chacune de leurs filles, April et Lucie. Elles étaient endormies. Yeux plissés pour se protéger de l'éclat du gyrophare, elle scruta le SUV, derrière. Il les suivait depuis qu'ils avaient quitté la nationale. C'était peu après Bastia, vers 3 heures du matin. Son énorme pare-buffle rutilait comme 2 cornes d'acier. Amour, ce n'est pas une voiture de police, il n'y a rien d'écrit dessus. Et puis, elles ne sont pas comme ça, les voitures de police, elles ne sont pas aussi grosses. Adèle semblait partagée entre l'agacement et un début d'inquiétude. Plus pour longtemps. C'est sans doute un véhicule banalisé, répondit Tom d'un ton qui se voulait serein. Un tic agita le coin de son œil gauche, tout près de cette balafre. Elle traversait son visage du sommet de son crâne à la base de son cou. Il avait la figure tranchée, de haut en bas, Tom, depuis l'enfance. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Alors je reviens. Oui. Comme ça. Alors, je voulais vous poser quelques questions pour connaître un peu mieux votre personnalité. Oui. Est-ce que vous avez un mot préféré? Un mot préféré? Oui. Alors, comme ça a pris de court, je sais mon Dieu. Mais je dis votre mot préféré. Joyau. Joyau. Un mot que vous détestez? Il n'y en a pas. Non, mais je n'aime pas beaucoup les adverbes. D'accord. J'essaye d'éviter les adverbes dans mes livres. Je trouve qu'en fin de compte, le verbe devrait suffire et que ça alourdit le texte. Ça l'empâte. Je pense que se débarrasser des adverbes, c'est dégraisser. Alors maintenant, je vais vous poser un tas de petites questions rapides et puis vous allez me répondre rapidement l'un ou l'autre. Alors, introverti ou extraverti? Extraverti. Extraverti. Couche-tôt, couche-tard? Couche-tôt. Pourquoi ça vous fait rire? Non, parce que ça fait des enfants. Ça fait un peu ridicule, quoi. Mais tu sais, j'aime bien me coucher tôt. Enfant, adulte? Enfant. Enfant. Vin ou champagne? Vin. Thé ou café? Café. Casanier ou globe-trotteur? Casanier. Calme ou nerveux? J'aimerais dire calme, mais je dois répondre nerveux. Alors, si on lit votre livre, on dirait pas calme, quand même. Ou alors, c'est juste... on voit pas. Sport ou canapé? Sport. Mer ou montagne? Montagne. Lac ou mer? Lac de montagne.
Lac de montagne, rose ou marguerite? Rose, Sucré ou salé? salé, Ville ou campagne? campagne. Alors maintenant, le mot de la fin. Le mot de la fin, mon Dieu. Euh, mais j'espère que la fin n'est pas pour bientôt. Merci Florian. Merci à vous pour cette À invitation. bientôt, merci. À bientôt, merci.